Partie 5. Le crime. Il lui fut difficile de se rendormir immédiatement. Pour une chose, il regrettait le mouvement du train. Si c'était une station à l'extérieur, elle était étrangement silencieuse. En revanche, les bruits dans le train semblaient inhabituellement forts. Il pouvait entendre Ratchet bouger à côté, un clic lorsqu'il abaissait le lavabo, le bruit du robinet qui coulait, un bruit d'éclaboussure, puis un autre clic lorsque le lavabo se refermait. Des pas montaient le long du couloir à l'extérieur, les pas traînants de quelqu'un en chaussons de chambre. Hercule Poirot resta éveillé, fixant le plafond. Pourquoi la station à l'extérieur était-elle si silencieuse? Sa gorge était sèche. Il avait oublié de demander sa bouteille d'eau minérale habituelle. Il regarda sa montre à nouveau. Un peu après un quart passé de 1 heure. Il allait sonner pour le chef de wagon et demander de l'eau minérale. Son doigt se dirigea vers la cloche, mais il s'arrêta alors que dans le silence il entendit un tintement. L'homme ne pouvait pas répondre à chaque sonnerie en même temps. Ting. 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 Il retentit encore et encore. Où était l'homme? Quelqu'un était impatient. Ting. Qui que ce fût, gardait son doigt fermement appuyé sur le bouton poussoir. Soudainement, avec précipitation, ses pas résonnant dans l'allée, l'homme arriva. Il frappa à une porte non loin de celle de Poirot. Puis vinrent les voix, celle du chef de wagon, déférente, apologétique, et celle d'une femme, insistante et volubile. Madame Hubbard. Poirot sourit en lui-même. L'altercation, si c'en était une, dura un certain temps. Ses proportions étaient à 90% celles de Madame Hubbard pour 10% apaisantes de celles du chef de wagon. Finalement, la question semblait réglée. Poirot entendit distinctement un « bonne nuit, madame », suivi d'une porte qui se fermait. Il appuya sur sa propre sonnette. Le chef de wagon arriva promptement. Il avait l'air chaud et préoccupé. De l'eau minérale, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Peut-être qu'un éclair dans les yeux de Poirot le poussa à se confier. La dame américaine. Oui. Il s'essuya le front. Imaginez-vous le temps que j'ai passé avec elle. Elle insiste, mais insiste, qu'il y a un homme dans son compartiment. Imaginez-vous, monsieur. Dans un espace de cette taille. Il fit un geste autour de lui. Où se cacherait-il? Je discute avec elle. Je lui fais remarquer que c'est impossible. Elle insiste. Elle s'est réveillée, et il y avait un homme là. Et comment, je demande, est-il sorti et a-t-il laissé la porte fermée derrière lui? Mais elle ne veut pas écouter la raison. Comme s'il n'y avait pas assez de soucis pour nous déjà. Cette neige. De la neige? Mais oui, monsieur. Monsieur n'a pas remarqué? Le train s'est arrêté. Nous sommes bloqués dans un banc de neige. Dieu sait combien de temps nous serons ici. Je me rappelle avoir été bloqué par la neige pendant 7 jours. Où sommes-nous? Entre Vinkovci et Brod. Là, dit Poirot contrarié. L'homme se retira et revint avec l'eau. Bonne soirée, monsieur. Poirot but un verre d'eau et se prépara à dormir. Il était sur le point de s'endormir quand quelque chose le réveilla à nouveau. Cette fois, c'était comme si quelque chose de lourd était tombé avec un bruit sourd contre la porte. Il se leva d'un bond, ouvrit la porte et regarda dehors. Rien. Mais à sa droite, à une certaine distance dans le couloir, une femme enveloppée dans un kimono écarlate s'éloignait de lui. À l'autre bout, assis sur son petit siège, le chef de wagon entrait des chiffres sur de grandes feuilles de papier. Tout était d'un calme mortel. Décidément, je souffre des nerfs, dit Poirot et se retira au lit à nouveau. Cette fois, il dormit jusqu'au matin. Quand il se réveilla, le train était toujours à l'arrêt. Il releva un store et regarda dehors. De lourds bancs de neige entouraient le train. Il regarda sa montre et vit qu'il était passé 9 heures. À un quart d'heure de 10 heures, soigné, élégant comme toujours, il se rendit au wagon-restaurant, où un chœur de lamentation se faisait entendre. Toutes les barrières entre les passagers semblaient désormais avoir été brisées. Tous étaient unis par un malheur commun. Madame Hubbard était la plus bruyante dans ses lamentations. Ma fille a dit que ce serait la manière la plus facile du monde.
Il suffisait de rester dans le train jusqu'à ce que j'arrive à Paru. Et maintenant, nous pourrions être ici pendant des jours et des jours, se lamenta-t-elle. Et mon bateau part après-demain. Comment vais-je l'attraper maintenant? Pourquoi? Je ne peux même pas envoyer de télégramme pour annuler ma réservation. Je suis juste trop fâché pour en parler. L'Italien dit qu'il avait lui-même des affaires urgentes à Milan. Le grand Américain dit que c'était dommage, madame, et exprima avec douceur l'espoir que le train puisse rattraper le retard. Ma sœur, ses enfants m'attendent, dit la dame suédoise, en larmes. Je n'ai pas de nouvelles pour eux. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils vont dire de mauvaises choses sur moi. Combien de temps serons-nous ici? Demanda Marie de Benham. Personne ne sait. Sa voix sonnait impatiente, mais Poirot nota qu'il n'y avait aucun signe de cette anxiété presque fiévreuse qu'elle avait affichée lors du contrôle de l'Express du Taureau. Madame Hubbard était repartie. Personne ne sait rien dans ce train. Et personne n'essaie de faire quelque chose. Juste une bande d'étrangers inutiles. Pourquoi, si c'était chez nous, il y aurait au moins quelqu'un qui essaierait de faire quelque chose? Arbuthnot se tourna vers Poirot et parla dans un français britannique soigné. Vous êtes un directeur de la ligne, je crois, monsieur. Vous pouvez nous dire? Souriant, Poirot le corrigea. Non, non, dit-il en anglais. Ce n'est pas moi. Vous me confondez avec mon ami, monsieur Bouc. Oh, je suis désolé. Pas du tout. C'est tout à fait naturel. Je suis maintenant dans le compartiment qu'il occupait auparavant. Monsieur Bouc n'était pas présent dans le wagon-restaurant. Poirot regarda autour de lui pour remarquer qui d'autre était absent. La princesse Dragomirov avait disparu, ainsi que le couple hongrois. Aussi Ratchet, son valet, et la femme de chambre allemande. La dame suédoise essuya ses larmes. Je suis stupide, dit-elle. Je suis mauvaise de pleurer. Tout est pour le mieux, quoi qu'il arrive. Cet esprit chrétien, cependant, n'était pas partagé. C'est bien beau tout ça, dit McQueen avec agitation. Nous pourrions être ici pendant des jours. Quel est ce pays de toute façon? Demanda Mrs. Hubbard en pleurant. Lorsqu'on lui dit que c'était la Yougoslavie, elle dit, oh. Un de ces trucs balkaniques. À quoi peut-on s'attendre? Vous êtes la seule à être patiente, mademoiselle, dit Poirot à mademoiselle de Benham. Elle haussa légèrement les épaules. Que peut-on faire? Vous êtes une philosophe, mademoiselle. Cela implique une attitude détachée. Je pense que mon attitude est plus égoïste. J'ai appris à économiser mes émotions inutiles. Elle parlait plus pour elle-même que pour lui. Elle ne le regardait même pas. Son regard passa devant lui, par la fenêtre là où la neige était épaisse. Vous avez un caractère fort, mademoiselle, dit doucement Poirot. Vous êtes, je pense, le caractère le plus fort parmi nous. Oh. Non. Non, vraiment. Je connais quelqu'un de bien plus fort que moi. Et qui est? Elle sembla soudainement revenir à elle, réalisant qu'elle parlait à un étranger et à un étranger, avec qui, jusqu'à ce matin, elle n'avait échangé que quelques phrases. Elle rit, un rire poli mais éloignant. Eh bien, cette vieille dame, par exemple. Vous l'avez probablement remarqué. Une vieille dame très laide mais plutôt fascinante. Elle n'a qu'à lever un petit doigt et demander quelque chose d'une voix polie, et tout le train s'exécute. Le train s'exécute aussi pour mon ami monsieur Bouc, dit Poirot. Mais c'est parce qu'il est directeur de la ligne, pas parce qu'il a un caractère fort. Marie de Benham sourit. La matinée s'écoula. Plusieurs personnes, dont Poirot, restèrent dans le wagon-restaurant. La vie commune semblait, à ce moment-là, occuper le temps plus agréablement. Il entendit beaucoup plus parler de la fille de Mrs. Hubbard, et il entendit parler des habitudes de toute une vie de Monsieur Hubbard, décédé, depuis son lever le matin et commençant le petit déjeuner avec un céréal jusqu'à son repos final la nuit dans les chaussettes de lit que Mrs. Hubbard elle-même avait l'habitude de tricoter pour lui. C'était alors qu'il écoutait un récit confus des aspirations missionnaires de la dame suédoise qu'un des chefs de wagon-lit entra dans le wagon et se tint à son coude. « Pardon, monsieur. »« Oui. » Les compliments de monsieur Bouc, et il serait heureux que vous vouliez bien venir le voir quelques instants. Poirot se leva,
s'excusa auprès de la dame suédoise et suivit l'homme hors du wagon-restaurant. Ce n'était pas son propre chef de train, mais un grand homme blond. Il suivit son guide dans le couloir de son propre wagon et le long du couloir du wagon suivant. L'homme frappa à une porte, puis se tint de côté pour laisser entrer Poirot. Le compartiment n'était pas celui de Monsieur Bouc. C'était un compartiment de 2e classe, choisi vraisemblablement en raison de sa taille légèrement plus grande. Il donnait certainement l'impression d'être bondé. Monsieur Bouc lui-même était assis sur le petit siège dans le coin opposé. Dans le coin près de la fenêtre, en face de lui, se trouvait un petit homme sombre regardant par la fenêtre. Se tenant debout et empêchant complètement Poirot d'avancer plus loin se trouvait un grand homme en uniforme bleu, le chef de train, et son propre chef de wagon-lit. « Ah ! Mon bon ami, s'écria Monsieur Bouc. Entrez. Nous avons besoin de vous. » Le petit homme près de la fenêtre glissa le long du siège, et Poirot passa en serrant les autres 2 hommes et s'assit en face de son ami. L'expression sur le visage de Monsieur Bouc lui donnait, comme il l'aurait exprimé, furieusement à réfléchir. Il était clair que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. « Qu'est-il arrivé ? demanda-t-il. Vous avez bien raison de poser la question. D'abord cette neige, cet arrêt. Et maintenant ? Il fit une pause, et un genre de gémissement étouffé vint du chef de wagon-lit. Et maintenant quoi ? Et maintenant un passager gît mort dans sa couchette, poignardé. Monsieur Bouc parlait avec une sorte de désespoir calme. Un passager ? Quel passager ? Un Américain. Un homme appelé, il consulta des notes devant lui. Ratchet. C'est ça, Ratchet ? Oui, monsieur, avala le chef de train. Poirot le regarda. Il était blanc comme un linge. Il vaut mieux laisser cet homme s'asseoir, dit-il. Il risque de s'évanouir sinon. Le chef de train bougea légèrement et l'homme du wagon-lit s'affaissa dans le coin, enfouissant son visage dans ses mains. BRR, dit Poirot. C'est grave. Certainement, c'est grave. Pour commencer, un meurtre, cela en soi est une calamité de premier rang. Mais ce n'est pas seulement cela, les circonstances sont inhabituelles. Nous voilà immobilisés. Nous pourrions rester ici pendant des heures, et non seulement des heures, des jours. Une autre circonstance, en passant par la plupart des pays, nous avons la police de ce pays dans le train. Mais en Yougoslavie, non. Vous comprenez ? C'est une position de grande difficulté, dit Poirot. Il y a pire à venir. Docteur Constantine, j'ai oublié, je ne vous ai pas présenté. Docteur Constantine, monsieur Poirot. Le petit homme sombre s'inclina, et Poirot lui rendit la politesse. Docteur Constantine est d'avis que la mort est survenue vers 1h du matin. Il est difficile de parler exactement dans ces affaires, dit le docteur, mais je pense pouvoir dire définitivement que la mort est survenue entre minuit et 2h du matin. Quand ce monsieur Ratchet a-t-il été vu vivant pour la dernière fois ? demanda Poirot. On sait qu'il était vivant vers 20 minutes avant 1h, quand il a parlé au chef de train, dit monsieur Bouc. C'est tout à fait exact, dit Poirot. J'ai moi-même entendu ce qui s'est passé. C'est la dernière chose connue ? Oui. Poirot se tourna vers le médecin, qui continua. On a trouvé la fenêtre du compartiment de monsieur Ratchet grande ouverte, laissant supposer que le meurtrier s'est échappé par là. Mais à mon avis, cette fenêtre ouverte est un leurre. Quiconque serait parti par là aurait laissé des traces distinctes dans la neige. Il n'y en avait pas. Le crime a été découvert, quand ? demanda Poirot. Michel. Le chef de train du wagon-lit se redressa. Son visage avait toujours l'air pâle et effrayé. Expliquez exactement à ce monsieur ce qui s'est passé, ordonna monsieur Bouc. L'homme parla d'une voix un peu hachée. Le valet de ce monsieur Ratchet, il a tapé plusieurs fois à la porte ce matin. Il n'y a pas eu de réponse. Puis, il y a une demi-heure, l'employé du wagon-restaurant est venu. Il voulait savoir si monsieur prenait le déjeuner. Il était 11h, vous comprenez. Je lui ai ouvert la porte avec ma clé. Mais il y a une chaîne, aussi, et elle est attachée. Il n'y a pas de réponse et c'est très calme là-dedans, et froid, mais froid. Avec la fenêtre ouverte et la neige qui entre. J'ai pensé que le monsieur avait peut-être eu une crise. J'ai appelé le chef de train.
Nous avons brisé la chaîne et sommes entrés. Il était... Ah! C'était terrible. Il enfouit à nouveau son visage dans ses mains. La porte était verrouillée et chaînée de l'intérieur, dit Poirot pensivement. Ce n'était pas un suicide, n'est-ce pas? Le médecin grec poussa un rire sardonique. Est-ce qu'un homme qui se suicide se poignarde 10, 12, 15 fois, demanda-t-il. Les yeux de Poirot s'ouvrirent. C'est d'une grande férocité, dit-il. C'est une femme, dit le chef de train, parlant pour la première fois. Comptez dessus, c'était une femme. Seule une femme poignarderait de cette manière. Le docteur Constantine fronça les sourcils pensivement. Elle devait être très forte, dit-il. Ce n'est pas mon désir de parler techniquement, cela ne fait que compliquer les choses, mais je peux vous assurer que l'un ou deux des coups ont été assénés avec une telle force qu'ils ont traversé des ceintures d'os et de muscles solides. Ce n'était clairement pas un crime scientifique, dit Poirot. C'était très peu scientifique, répliqua le docteur Constantine. Les coups semblent avoir été assénés de manière aléatoire et au hasard. Certains ont glissé, faisant à peine des dégâts. C'est comme si quelqu'un avait fermé les yeux puis, dans une frénésie, avait frappé aveuglément encore et encore. C'est une femme, dit à nouveau le chef de train. Les femmes sont comme ça. Quand elles sont enragées, elles ont une grande force. Il hocha la tête avec tant de sagesse que tout le monde soupçonnait une expérience personnelle de sa part. J'ai peut-être quelque chose à apporter à votre stock de connaissances, dit Poirot. Monsieur Ratchet m'a parlé hier. Il m'a dit, autant que j'ai pu le comprendre, qu'il était en danger de mort. Débarrassé, c'est l'expression américaine, n'est-ce pas, demanda Monsieur Book. Alors ce n'est pas une femme. C'est un gangster ou un tueur à gages, point. Le chef de train parut peiné de voir sa théorie réduite à néant. Si c'est le cas, dit Poirot, cela semble avoir été fait très maladroitement. Son ton exprimait un désapprobation professionnelle. Il y a un grand Américain dans le train, dit Monsieur Book, poursuivant son idée. Un homme au look ordinaire avec des vêtements terribles. Il mâche du chewing-gum, ce qui, je crois, n'est pas fait dans les bons cercles. Vous savez de qui je parle? Le chef de train auquel il s'était adressé hocha la tête. Oui, monsieur, le numéro 16. Mais ça ne peut pas être lui. J'aurais vu s'il était entré ou sorti du compartiment. Vous pourriez ne pas l'avoir vu. Vous pourriez ne pas l'avoir vu. Mais nous allons aborder cela sous peu. La question est, que faire? Il regarda Poirot. Poirot le regarda en retour. Allons, mon ami, dit Monsieur Book. Vous comprenez ce que je m'apprête à vous demander. Je connais vos capacités. Prenez le commandement de cette enquête. Non, non, ne refusez pas. Voyez, pour nous, c'est sérieux, je parle au nom de la Compagnie internationale des wagons-lits. Quand la police yougoslave arrivera, que ce serait simple si nous pouvions leur présenter la solution. Sinon, des retards, des ennuis, 1 million et un inconvénient. Peut-être, qui sait, des ennuis sérieux pour des personnes innocentes. Au lieu de cela, vous résolvez le mystère. Nous disons, un meurtre a eu lieu, voici le criminel. Et si je ne le résous pas? Ah, mon cher. La voix de Monsieur Book devint positivement caressante. Je connais votre réputation. Je connais quelque chose de vos méthodes. C'est le cas idéal pour vous. Examiner les antécédents de toutes ces personnes, découvrir leur véritable identité, tout cela prend du temps et des ennuis sans fin. Mais ne vous ai-je pas entendu dire souvent qu'il suffit à un homme de s'asseoir dans son fauteuil et de réfléchir pour résoudre un cas? Faites cela. Interrogez les passagers dans le train, examinez le corps, examinez les indices, et puis, eh bien, j'ai foi en vous. Je suis convaincu que ce n'est pas une vantardise de votre part. Asseyez-vous et réfléchissez, utilisez, comme je vous ai si souvent entendu dire, les petites cellules grises de l'esprit, et vous saurez. Il se pencha en avant, regardant affectueusement le détective. Votre foi me touche, mon ami, dit Poirot avec émotion. Comme vous le dites, cela ne peut pas être un cas difficile. Moi-même, la nuit dernière, mais nous ne parlerons pas de ça maintenant. En vérité, ce problème m'intrigue. Je réfléchissais, il y a à peine une demi-heure, que de nombreuses heures d'ennui nous attendaient pendant que nous sommes bloqués ici. Et maintenant,
Un problème se présente à moi. Vous acceptez donc, dit Monsieur Bouc avec empressement. C'est entendu. Vous placez l'affaire entre mes mains. Très bien, nous sommes tous à votre service. Pour commencer, j'aimerais un plan du wagon Istanbul-Calais, avec une note des personnes qui occupaient les différents compartiments, et j'aimerais aussi voir leurs passeports et leurs billets. Michel vous les apportera. Le chef de train quitta le compartiment. Quels autres passagers y a-t-il dans le train demanda Poirot. Dans ce wagon, le docteur Constantine et moi sommes les seuls voyageurs. Dans le wagon en provenance de Bucarest se trouve un vieil homme avec une jambe boiteuse. Il est bien connu du chef de train. Au-delà se trouvent les voitures ordinaires, mais elles ne nous concernent pas, car elles ont été verrouillées après que le dîner a été servi hier soir. En avant du wagon Istanbul-Calais, il n'y a que le wagon-restaurant. Il semble donc, dit lentement Poirot, que nous devions chercher notre meurtrier dans le wagon Istanbul-Calais. Il se tourna vers le médecin. C'est ce que vous suggériez, je crois. Le grec hocha la tête. Une demi-heure après minuit, nous avons heurté le banc de neige. Personne n'a pu quitter le train depuis lors. Monsieur Bouc dit solennellement, le meurtrier est avec nous, dans le train maintenant.